Alors, je vais vous présenter un peu un travail, je vais présenter 3 principaux travaux que j'ai réalisés au cours de ces dernières années. Je ne vais pas faire un tour de tout ce que j'ai fait là, mais je vais me concentrer plus particulièrement, sur certaines dimensions. Je vais revenir sur un certain nombre de choses. Je vais commencer d'abord par un peu mieux préciser de quelle manière on mobilise l'expérience des patients à Montréal. Comment on est sorti d'un schéma plus centré sur les patients vers vraiment une mobilisation des savoirs expérientiels. Je vais aussi revenir sur différents types de méthodologies que j'ai croisées au cours du temps pour essayer vraiment de faire en sorte que l'ensemble des savoirs expérientiels des différentes parties prenantes puissent être mobilisés pour la création d'innovations. Je vais ensuite revenir sur 3 exemples qui sont à des degrés de maturité différents. Comme ça, on pourra voir un peu comment les choses se mettent en place. Et finalement, je ferai un petit peu une petite synthèse des facteurs que j'ai pu mettre en évidence, qui me paraissaient les plus importants dans la réalisation de ces projets. Donc, les soins centrés versus soins en partenariat. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette diapositive, mais moi, j'avais été vraiment très, très impressionnée par les travaux de Angela Coulter il y a déjà quelques années, qui étaient quand même assez éloquents pour dire que le système de santé se privait d'un capital de savoir assez phénoménal, qui n'était pas du tout considéré au même titre, évidemment, des savoirs scientifiques des professionnels. Or, les patients, évidemment, avaient un nombre d'heures de contact avec les professionnels tellement faible que ça les obligeait à mettre en place des stratégies pour améliorer leur santé au quotidien. Donc, comme vous l'avez vu sur la diapositive, dans les travaux qu'elle avait menés sur les maladies chroniques, elle mettait en évidence que les patients, finalement, avaient un temps de contact de 5 à 10 heures et que tout le reste du temps, ils étaient bien obligés de trouver des solutions pour répondre à leurs problématiques quotidiennes en lien avec ce qu'ils vivaient. À la suite de ces travaux, il y a eu évidemment d'autres travaux qui sont arrivés, ceux en particulier du docteur et professeur Grimaldi. Moi, j'ai beaucoup aimé son livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais j'ai trouvé vraiment que c'était une source d'information assez exceptionnelle. La troisième médecine, la médecine des maladies chroniques, où justement, c'est la rencontre interdisciplinaire de différents points de vue en lien avec différentes pathologies. Et il montrait, il faisait en tout cas l'éloge du fait que le système de santé avait été construit plus particulièrement pour répondre à des problèmes très, très, très ponctuels. Or, on se retrouvait maintenant avec une épidémie de maladies chroniques et qu'il fallait revoir notre système de santé d'une façon beaucoup plus intégrée et aussi de beaucoup mieux intégrer les savoirs expérientiels des patients dans la résolution des nouvelles problématiques. Il y a eu aussi les travaux faits par Emmanuel Jouet et autres chercheurs qui ont aussi défini un peu plus précisément ce qu'on entend par les savoirs expérientiels. Donc, les savoirs expérientiels, c'est vraiment un ensemble de savoirs qui ont été acquis. Donc, c'est des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, tirés donc de situations vécues. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement autant à domicile que dans des cadres comme celui-ci universitaire, avec une situation de santé ou de handicap, et qui vont avoir un impact donc sur la personne et qui va l'obliger à prendre soin d'elle-même, d'interagir avec différents types d'intervenants et bien sûr amener aussi à utiliser le système de santé. Et nous, en Québec, on va parler aussi de services sociaux parce qu'on a la chance d'avoir un système intégré à la fois santé et services sociaux. Dans cet nouvel état d'équilibre, la personne, évidemment, doit développer de nouvelles compétences et va faire bouger les lignes du savoir. Puis ça, je trouve ça vraiment un point très, très vraiment essentiel et qu'on doit absolument faire passer auprès des étudiants des sciences de la santé, là, pour bien expliquer que chacun a une partie du savoir d'une situation, mais que c'est la complémentarité des savoirs qui va nous permettre de mieux comprendre une problématique donnée. Donc, dans le cas des maladies chroniques, évidemment, les savoirs expérientiels s'acquièrent tout au long de la vie et peuvent ensuite être partagés. Là, c'est le schéma qu'avait fait Vincent Dumez pour vraiment montrer un peu l'évolution de ce qui s'est passé. Puis, j'aime beaucoup dire que j'ai vraiment grandi et été éduquée et socialisée en tant que médecin dans un modèle très paternaliste qui m'a énormément choquée pendant toutes mes études de médecine, en me demandant toujours mais comment on peut sortir d'un système comme celui-là et faire en sorte que les décisions ne soient pas prises de façon unilatérale, mais qu'on puisse vraiment prendre en considération les projets de vie des personnes et surtout aussi leur connaissance de leur état de santé.
Donc, c'est comme ça qu'il est arrivé vraiment à proposer que les patients soient vraiment considérés comme des membres à part entière de l'équipe de soins. Donc, quand on parle de patients, on parle des proches aussi, bien sûr, intégrés. Et c'est aussi, au Québec, on emploie aussi le mot usager. Donc, il faut vraiment le comprendre au sens très, très large, donc à la fois pour des services de santé, mais aussi des services sociaux. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de mobiliser les savoirs expérientiels des personnes, de revenir sur leur projet de vie. Et à partir de là, effectivement, l'équipe, ensemble, trouve des solutions pour pouvoir y répondre et va habiliter donc la personne à développer des compétences d'autogestion. Donc, c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant de voir la complémentarité des savoirs, hein. On a les savoirs professionnels et les savoirs patients. On développe évidemment de plus en plus la notion d'expertise, hein, en lien avec ces savoirs. On peut évidemment les compléter aussi par des formations universitaires, mais au-delà des formations universitaires, comme me le font remarquer les patients avec lesquels je travaille, ils ont déjà obtenu leur PhD eux-mêmes dans le cadre des maladies qu'ils ont dû, euh, ben, avec lesquelles ils vivent et avec lesquelles évidemment ils trouvent des solutions chaque jour. Donc ça, c'est le livre, c'est l'arbre de Luigi Flora que je trouve toujours très parlant et facile à expliquer. Moi, je travaille vraiment sur l'ensemble des branches. Donc, ce qui m'intéresse évidemment, c'est de partir par le système de santé, donc de regarder un peu de quelle manière on peut introduire l'expertise des patients à la fois dans l'innovation au niveau clinique, au niveau organisationnel, au niveau même de la gouvernance du système de santé. J'ai la chance en tant que médecin de travailler à l'équivalent de la Haute Autorité de Santé au Québec, donc qui s'appelle l'INES. Donc, par exemple, sur l'évaluation des technologies et des modalités d'intervention, l'INES maintenant fait en sorte que l'ensemble de ces dossiers doit prendre en considération l'expertise des patients, des usagers, des proches et des citoyens. Et puis, bien sûr, dans le cadre de mes fonctions de chercheur, je peux vraiment faire en sorte que tous mes projets soient collidés par des patients co-chercheurs. Et finalement, tous ces projets ont besoin absolument de formation. Donc, on travaille aussi avec les patients pour développer à la fois des curriculums qui vont être donnés aux professionnels de la santé, mais aussi pour des patients. Donc, et puis là aussi, c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a comme une carrière de patient. Là, vraiment, on peut être d'abord partenaire de ses soins, ensuite avoir envie de mettre à profit cette expérience, que ce soit pour le système de santé, la recherche ou l'enseignement, et puis ensuite vraiment devenir un leader, comme Vincent Dumez, donc au Québec, qui a vraiment été une personne très, 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 qui a permis en tous les cas le développement de tout ce qu'on a fait au cours de ces dernières années. Et puis, ce qui s'est passé aussi au Québec, c'est qu'on a pu formaliser vraiment assez vite dans les établissements la capacité d'être en soutien de toutes les équipes cliniques pour qu'ils puissent bénéficier de l'expérience des patients. Donc là, c'est un petit schéma qu'on avait publié dans une revue qui permet un peu de montrer que tous les établissements au Québec ont des directions, en général dans les directions qualité, qui vont avoir cette expertise à la fois d'identification de patients qui pourraient participer à des projets, ensuite de pouvoir les former, de pouvoir les introduire dans les équipes cliniques, d'évaluer l'impact qu'ils ont eu sur les projets et finalement donc de faire la promotion sur différents types de projets qui peuvent se faire. Donc, c'est ça, on a travaillé là-dessus, puis on a créé évidemment ce qu'on a dit le modèle de Montréal, qui est la capacité évidemment d'intervenir sur différents leviers simultanément, parce que si on s'intéresse qu'au système de santé, on va avoir un petit souci pour d'abord évaluer ce que l'on fait, et puis aussi dans le cadre des professionnels qui vont avoir à travailler avec les patients, s'ils n'ont pas été formés, c'est un peu délicat. Donc là, je vais revenir un peu sur les différentes méthodologies qu'on emploie. La première, c'est vraiment le cycle de l'innovation. C'est vraiment un travail qui a été mené au Centre hospitalier universitaire de Montréal sous la responsabilité de Cathy Malas, qui est donc adjointe à la direction générale. Donc, elle a vraiment comme mission au CHUM de développer les innovations. Et c'est dans ce cadre-là donc qu'elle a proposé ce schéma et qui résume quand même de très, très bien ce que je fais, même si on l'a vraiment pas travaillé ensemble au départ. Donc, vraiment de partir d'une problématique en général ou clinique qui vient des professionnels ou clinique qui viennent des patients, de travailler avec eux sur la pertinence de l'idée qui a émergé comme étant une problématique sur laquelle on devait travailler. Ensuite, de développer et de chercher des solutions donc, à partir du design thinking, de laboratoires vivants et de différentes techniques. Et puis ensuite, c'est d'arriver à l'expérimentation, d'implanter et finalement de mesurer les impacts et de pérenniser et valoriser.
Moi, ce qui est sûr, c'est que je mets des boucles de rétroaction à tous les niveaux, là, donc développer, expérimenter, implanter. Mais, la mesure se fait systématiquement à toutes ces différentes phases. Et puis, j'ai aussi proposé, dans le cadre donc des travaux sur lesquels je travaille, c'est vraiment de développer un peu, donc je reviens un peu sur ce que je vous ai présenté, donc l'identification des besoins. Ensuite, on va co-construire des interventions innovantes, on va les piloter, puis ensuite, on va les évaluer in vivo. Puis moi, j'ai commencé là, à mettre en place des essais randomisés pragmatiques pour essayer de voir de quelle façon, effectivement, nos innovations, finalement, donnaient bien les résultats qu'on escompte et puis de voir ensuite comment on les met à l'échelle d'un système de santé. Donc là, je suis vraiment là-dedans sur plusieurs maintenant innovations qu'on a mises en évidence. Là aussi, on l'a publié, là, ce cadre. Et puis le laboratoire vivant, donc ça c'est vraiment, puis c'est chouette d'être ici là parce que j'ai compris qu'il y avait un Fab Lab qui était vraiment aussi au centre des différentes activités qui sont réalisées. Donc ça c'est un schéma qui a été développé par Jacques de Guise et je ne sais plus son prénom, la Picard, qui montrait évidemment là encore, on reprend quand même beaucoup les mêmes notions d'identification des besoins de conception et de validation, mais avec évidemment l'engagement du patient et de la valorisation de ces innovations en lien avec les personnes qui sont directement touchées par ces innovations. Et ça se présente évidemment dans un environnement qui doit évidemment travailler avec différents partenaires. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans les laboratoires vivants, là, c'est d'établir ces relations de façon durable, de faire aussi qu'on est tout le temps dans une boucle d'amélioration continue de tout ce que l'on fait aux différents niveaux de la phase sur lequel on travaille. Et quelque chose aussi de très, très important et auquel je tiens beaucoup, c'est l'intégration des décideurs. Parce qu'on parle beaucoup, évidemment, qu'on veut intégrer les patients, qu'on veut intégrer les cliniciens, qu'on veut intégrer les gestionnaires, etc. Mais il faut surtout identifier aussi les décideurs dès le départ, parce que toutes ces innovations, à un moment ou à un autre, si on veut qu'elles soient implantées dans le système, il faut que les décideurs n'arrivent pas à la fin en disant « Ah, on a eu l'idée du siècle, mais on ne vous a jamais tenu au courant et ça serait vraiment dommage que vous passiez à côté. » Donc, il faut absolument qu'ils soient au courant dès le départ de la genèse des projets, de ce que l'on fait. Donc, moi, je passe beaucoup de temps là-dessus pour m'assurer, en tous les cas, que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Et puis, bien sûr, c'est vraiment aussi le déploiement sur les milieux directs. Là. Donc, on prépare les établissements à accueillir les innovations, on prépare les équipes, on teste les interventions avec eux. On va déployer les interventions aussi constamment en co-construction avec eux, avec un retour de avec eux de la manière dont c'est vécu. Et on pérennise évidemment les interventions. Et là, maintenant, ça va faire 6 ans là, que j'ai la chaire. Donc, on a développé certaines interventions qu'on est vraiment actuellement en train de pérenniser et même d'exporter ailleurs, dont en France d'ailleurs, avec le projet par exemple de Parole Onco, qui est un projet sur la pérédance en oncologie. Donc là, je vais revenir sur différentes expériences que l'on a menées et qui, donc à travers ce que je vous ai montré comme méthodologie, a bénéficié en tous les cas de cette façon de travailler. Et j'ai commencé vraiment mes travaux plus particulièrement à la clinique de la main. Donc, quand je parle de parole, ça veut dire donc des patients accompagnateurs, une ressource organisationnelle comme levier pour améliorer l'expérience. Puis au départ, on était beaucoup sur l'expérience des utilisateurs, des patients, mais on s'est rendu compte qu'il fallait aller beaucoup plus loin que ça aussi. C'est l'expérience aussi des professionnels et on l'a fait donc en réadaptation. Donc, cette clinique de la main, maintenant, ça remonte déjà à 7-8 ans. On a commencé à travailler sur l'idéation jusqu'à l'expérimentation. Donc, je vais revenir un peu sur ce qui s'était passé, parce que je trouve que vraiment l'histoire montre à quel point on peut mobiliser les cliniciens quand on trouve vraiment une problématique qui les touche beaucoup. Donc, à la clinique de la main, donc je vous redis, là, c'est la seule et unique d'ailleurs clinique au niveau canadien qui est vraiment dédiée 100% 24/7 à des chirurgies traumatiques de la main, donc des personnes évidemment qui font passer leur main dans une scie sauteuse ou autre, là, donc c'est assez terrible, là, et qui ont des amputations où il faut des réimplantations, revascularisation. Et au CHUM, donc au Centre hospitalier universitaire de Montréal, en 2016, ils avaient fait un constat que 80% des patients qui étaient admis donc à la clinique de la main étaient capables et qui faisaient leur réadaptation donc directement dans les locaux,
pouvaient maintenir leur réadaptation pendant 1 an et donc retrouver quasiment quand même une fonctionnalité de la main assez optimale par rapport évidemment à l'accident qu'ils avaient eu. Alors que quand les patients n'étaient pas suivis au CHUM, ça chutait à 35%. Donc, on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on a un écart aussi considérable entre les deux? Et l'hypothèse qui avait été émise à l'époque, c'est que quand on était soigné au centre hospitalier universitaire de Montréal, on était sur les patients, ils étaient soignés par des ergothérapeutes qui donc les soignaient dans des salles entre guillemets communes. Donc, il y avait des tables d'ergothérapie et les patients étaient en contact avec tout le continuum de soins. Donc, ils avaient le patient, quand on venait d'avoir sa chirurgie, puis qu'on avait un énorme pansement, là, gros, qui faisait 5 fois la main, là, eh bien, on avait 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Et donc, on pouvait discuter avec tout le monde en même temps et puis finalement pouvoir se projeter dans le temps et se dire, bah, si je fais tout ce travail-là, et même si c'est souffrant, et même si c'est difficile et autres, bah, je serai capable de pouvoir être comme mon voisin d'à côté. Et le problème, c'est que le centre hospitalier universitaire de Montréal, dans les bonnes réformes que l'on fait, devait se recentrer sur ces soins vraiment exclusivement chirurgicaux et ne plus faire de réadaptation. Donc, ça voulait dire qu'on se retrouvait dans la situation des 35%. Donc là, les chirurgiens ont fait vraiment non. On ne veut pas ça. Donc, c'est des chirurgies quand même excessivement coûteuses et excessivement demandantes qui peuvent demander quand même 48 heures de bloc opératoire. Donc, on s'est dit, bah, sûrement que le soutien par les pairs est quelque chose qu'il faut absolument maintenir. Et c'est comme ça qu'on a travaillé donc à mettre en place un groupe de travail. On avait un tout petit financement à l'époque, mais progressivement, on a été capable de pouvoir, avec un patient, revenir un peu avec lui sur son expérience. Et on l'a vraiment mis en situation, donc avec un patient à distance, qui était en refus de traitement. Il y avait beaucoup, beaucoup de résistance à l'époque. L'ergothérapeute comme on dit en région au Québec, n'était pas du tout intéressé à ce que deux patients se parlent sans avoir un contrôle professionnel. Donc, on a mis 2 ergothérapeutes de part et d'autre de la visio. À l'époque, la visio n'était pas très connue. On ne savait pas trop comment faire ça. Et puis, la personne qui était donc en région était un manuel là, qui n'avait jamais été en contact comme ça avec une visio. Donc, quand il y a eu le premier contact avec le patient, qui s'appelle Olivier, et ce patient, il ne savait même pas où regarder la caméra. Enfin, vraiment, c'était quand même un peu particulier comme façon de faire. Puis Olivier a juste raconté son histoire. Et puis, bah, le patient a commencé à chercher la caméra, a commencé à regarder son contact visuel. Et puis, a été très impressionné de voir qu'il avait réussi à retrouver sa main. Et à la fin de l'entrevue, il a fait bah, écoute, Olivier, vraiment merci pour tout ce que tu as partagé avec moi parce que moi, ce soir-là, j'avais décidé que je raccrochais mes patins. Donc, ça, c'est vraiment très québécois de dire ça, là, mais vous comprenez évidemment la métaphore. Donc, il avait décidé que c'était fini, là, qu'il en avait vraiment ras-le-bol et qu'il voulait terminer avec sa vie. Donc là, il a vraiment décoincé une situation absolument dramatique. Et à partir de là, ben, on a eu les ergothérapeutes aussi qui ont vu les patients comme étant finalement des aides absolument extraordinaires pour aider les patients. Puis on a développé donc toute la, comment s'appelle, à la fois au sein même de l'établissement et en lien avec tous les centres de réadaptation de l'ensemble du Québec, un programme donc de soutien par les pairs qui permet aux personnes de pouvoir être en contact avec quelqu'un qui peut les aider tout au long de leur trajectoire, comme vous avez compris, qui dure 1 an. Donc, on a travaillé dans un laboratoire vivant et ça, c'était assez génial puisque ça a été fait de façon très intuitive. On a vraiment fait le tour de toutes les personnes qui potentiellement pourraient être intéressantes pour faire en sorte que ce projet puisse vivre de façon le plus optimale. Et on a donc fait en sorte que ça soit à la fois avec des chercheurs de sciences sociales, des spécialistes du partenariat, des décideurs, l'équipe clinique, bien sûr la recherche et les spécialistes en télésanté. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Olivier, qui était notre patient au départ un peu, qui nous a aidé à construire toute l'intervention et autres, est devenu ensuite, il a fait sa maîtrise en santé publique et il est devenu assistant de recherche sur le projet. Donc c'est vraiment une jolie histoire. Donc on a évidemment identifié avec les patients, après on a recruté 3-4 patients accompagnateurs, on a réfléchi ensemble sur les différentes thématiques qui étaient traitées. On a regardé aussi les différents rôles que pouvaient jouer ces patients accompagnateurs. Et on s'est rendu compte, évidemment, moi j'avais déjà beaucoup d'intérêt sur tout ce qui était père aidance en santé mentale, mais à l'époque, en tous les cas, ce n'était pas du tout reconnu comme quoi on pouvait exporter ce modèle-là dans d'autres domaines, même si c'était fait de façon beaucoup plus intuitive, mais pas vraiment, comme on pourrait dire, intégré dans les équipes cliniques. Donc, on a vraiment travaillé à voir comment on pouvait compléter finalement l'offre de service de l'équipe clinique
et de faire en sorte que ces patients puissent vraiment redonner et susciter l'espoir pour les patients qui étaient dans ce type de trajectoire de soins. Et aussi, autre chose dont on s'est rendu compte assez vite, c'est que ces patients accompagnateurs, finalement, avaient une vision assez exceptionnelle de tous les dysfonctionnements organisationnels de l'équipe clinique et aussi des problématiques relationnelles des professionnels avec les patients. Donc, finalement, ça allait au-delà de ce qu'on avait imaginé au départ. Donc, on a beaucoup développé d'outils, à la fois pour les patients accompagnateurs, pour les professionnels. Ça a été vraiment une expérience assez exceptionnelle. Et donc, je ne vais pas vous les relire tout ça, mais ça nous a vraiment donné comme un premier kit de méthodes et d'outils pour être capable ensuite d'exporter un modèle comme celui-là dans d'autres domaines. Et ça a été vraiment une très, très, très belle expérience. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça avait des bénéfices, évidemment, pour les patients accompagnateurs. Alors, quelque chose qui m'avait vraiment fascinée, c'est que Olivier, tout d'un coup, en pleine réunion, nous dit mais vous savez quoi, là, c'est incroyable avec le travail que je suis en train de faire avec vous, là, c'est que moi, j'ai sur mon front marqué honte. Je dis, honte? Je dis, mais oui, parce que je me suis jamais remis, moi, de mon accident. Là, j'ai tellement honte d'avoir fait cet accident. C'est vraiment une faute d'inattention qui s'est finalement retournée contre moi, mais qui a eu un impact évidemment sur toute ma famille, etc. Et c'est effectivement de faire tout ce travail-là, ça me permet de pouvoir finir mon deuil par rapport à ma situation antérieure et cette nouvelle situation, et de pouvoir évidemment faire en sorte que ce drame devienne quelque chose qui finalement est une richesse pour moi que je peux partager avec d'autres. Donc, on s'est rendu compte après que, en fonction des pathologies aussi, on avait comment ça s'appelle, des représentations des patients qui étaient vraiment très particulières. Pour l'équipe, bah, c'est sûr que ça a obligé à remettre en cause certains processus internes et externes, de les aider un peu mieux à standardiser certaines pratiques qui étaient vraiment n'importe quoi, ça allait un peu dans tous les sens, de revoir aussi tout le matériel pédagogique qui était donné aux patients. On leur donnait une enveloppe et on se foutait complètement de ce qu'il y avait dans l'enveloppe, alors que là, bien sûr, on regarde maintenant ce qu'il y a dans l'enveloppe par rapport à quelle est la problématique du patient, et de faire une réelle différence dans l'engagement des patients, dans leur réadaptation, leur parcours de soins. Puis ça, j'ai encore une autre anecdote. Donc, j'étais à la cafette du centre de recherche du centre hospitalier universitaire de Montréal. Et là, il y a l'ergothérapeute en chef qui fonce vers moi et qui me dit Marie-Pascale, il faut que je te dise. Tu sais que maintenant, quand il y a un patient, quand il passe juste le pas de ma porte, je suis capable de te dire s'il a été vu par un patient accompagnateur ou pas. Je dis ah ouais? Il dit bah oui, dans sa façon d'être, dans sa gestuelle, dans son corps et autres, il n'est pas du tout pareil. Je dis bon, bah alors écoute, c'est extraordinaire. Elle me dit mais c'est dingue, c'est devenu mon meilleur allié là, le patient accompagnateur. Parce que ça me permet vraiment d'avoir des gens qui sont tellement plus engagés dans leurs soins, c'est vraiment spectaculaire. Et puis bah, pour moi, bah, ça a changé évidemment ma façon de concevoir la recherche, ce projet-là, parce qu'avant, j'étais plus comme une chercheure qui regardait un peu ce qui se passait, mais là, de faire partie comment s'appelle, de la problématique, de chercher avec des innovations, puis finalement de toucher les différentes branches de l'arbre, bah, ça devenait beaucoup plus intéressant. Et finalement aussi de reconnaître que travailler en laboratoire vivant, bah, c'était là où on trouvait le plus de satisfaction au niveau intellectuel. Et aussi personnel et bien sûr relationnel. Donc voilà, et puis c'est sûr qu'on a continué à travailler aussi sur tout ce qui est intégration des technologies, hein, puisqu'il y avait quand même aussi tous ces patients qui sont à distance, donc on a travaillé là-dessus. Voilà, la télémédecine, donc bien avant évidemment la Covid, donc c'était vraiment hyper intéressant de voir ça. Puis ben, c'est sûr qu'avec la Covid-19, eh bien, on a été capable d'être assez près pour les patients, même si évidemment en temps de Covid-19, on avait moins de cas de traumatisme de la main, vous pouvez comprendre pourquoi. Donc, on a recruté de nouveaux patients accompagnateurs. On a développé aussi tous les outils pour savoir comment les sélectionner et comment les introduire dans les équipes. Donc, ça a été aussi super formateur. Et puis, on a développé beaucoup d'outils de communication. Là, je vais pas vous passer le film, là, mais si ça vous intéresse, en tout cas, vous pourrez voir vraiment comment une équipe travaille de façon interdisciplinaire avec complètement un patient accompagnateur intégré dans les discussions aussi. Ah non, mais là, je ne veux pas commencer le film. Voilà. Et puis, la phase 2, bah, c'est l'évaluation in vivo et la pérennisation. Donc, comme je vous disais, on est à 7-8 ans maintenant de ce projet. Donc, on a vraiment un laboratoire vivant qui s'est beaucoup, beaucoup enrichi au cours du temps. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Puis, ça pose pas mal d'enjeux hein, quand on a des personnes qui sont à des distances plus ou moins longues ou loin d'un projet. Donc, mais vous voyez ici que les décideurs il y a beaucoup plus de décideurs qu'il n'y en avait au départ.
Et on a évidemment aussi un bassin de patients qui travaillent avec nous aussi, qui est beaucoup plus important. On a pris en considération toute la dimension économique du projet pour voir un peu le retour sur investissement de tout ce qu'on faisait. Et on a mis en place un design expérimental, donc d'essais randomisés, pragmatiques. Là, donc ça a été vraiment une sacrée aventure. Le problème, c'est qu'on l'a commencé juste au moment de la Covid, donc ça a été quand même un projet qui a un petit peu souffert de la situation. Mais ça nous a permis quand même de vraiment co-construire avec les patients. Mais ça, c'était génial. On a choisi tous les outils de mesure avec les patients, le moment où on devait récupérer les données, la façon dont même le recueil de données a été fait par des patients. Donc ça aussi, c'est assez remarquable. Et l'analyse a été faite conjointement avec des patients et évidemment des professionnels de recherche. Donc on a finalement réussi à intégrer 4 patients accompagnateurs dans l'équipe du CEVARMU. Et puis, on a aussi réussi donc à recruter 68 patients. Et on a donc fait un tirage au sort pour savoir lesquels allaient avoir le patient accompagnateur, en sachant que quand les patients n'allaient pas bien, ils avaient la possibilité aussi de le voir. Donc, je ne vais pas vous dire toute la caractéristique, les caractéristiques des personnes. Et c'est juste pour vous dire, en tous les cas, qu'on a été quand même capable de faire quelque chose d'intéressant. Puis, il y avait à la fois des personnes qui vivaient à Montréal et des personnes qui vivaient à l'extérieur de Montréal. Puis, c'est ça qu'on voulait montrer. On voulait vraiment montrer que les personnes qui étaient en dehors de Montréal puissent continuer à vraiment bénéficier à la fois de séances de réadaptation, mais aussi de soutien par les pairs. Et finalement, on a eu des résultats significatifs pour la perception du handicap. Donc, et aussi une adhésion au traitement qui est vraiment bien meilleure chez les patients qui ont été suivis par des patients accompagnateurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que souvent, quand on parle du partenariat de soins, quand on parle de l'expérience patient, etc., on nous met quand même au défi d'avoir des études qui nous montrent des résultats probants. Donc là, on est quand même assez content de nous de voir qu'on est capable de mettre en évidence des résultats qui font vraiment la différence au lit du patient. Donc, on a eu plein de défis méthodologiques. Là, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est certain que ce n'est pas évident quand on veut mettre en place des projets comme cela, quand on est en plein bouleversement avec la Covid-19. Il y a eu aussi, bien sûr, c'est ça, la volumétrie a quand même énormément chuté. Et puis, les patients, finalement, aussi, comme ça, c'est un peu les limites aussi de ces travaux de co-construction d'intervention. C'est comme je vous disais, l'ergothérapeute, elle a commencé à y goûter, puis elle avait du mal à s'en décrocher. Là. Donc, faire en sorte qu'on fasse un tirage au sort sur les patients, c'était vraiment, t'es sûr là? Parce que moi, j'aimerais bien quand même qu'ils voient le patient accompagnateur. Donc, c'est ça, on a eu un peu de pollution à cause de ça, là, de nos résultats. Mais bon, en tous les cas, je pense que ça vaut la peine, en tous les cas, d'essayer d'aller dans cette voie-là pour vraiment déterminer le fait qu'on avance dans la bonne direction. Donc là, on va publier les résultats incessamment sous peu. Alors là, je passe dans un autre domaine, là, qui est le cancer du visage. Ça s'appelle le projet, on l'a appelé de l'ombre à la lumière, vers un accompagnement interdisciplinaire des patients au cœur de leur odyssée de chirurgie oncologique délabrante du visage et de reconstruction par prothèse de remplacement. Donc ça, c'est aussi un projet absolument incroyable qu'on a co-construit avec, pour la première fois, je pense vraiment, il y avait tout le monde autour de la table en termes d'ingénieurs, sciences sociales. Je vais vous montrer un peu notre laboratoire vivant dans quelques instants. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop les chirurgies un peu délabrantes, prière de ne pas regarder les diapos là. Mais donc, dans le contexte clinique, on s'était rendu compte que quand même au CHUM, il y avait 3-4% des cancers tête et cou qui représentaient quand même 400 patients par an au CHUM qui venaient. Et dans 20 d'entre eux, il y avait des épithèses qui étaient faites. Donc, c'est-à-dire que vous avez vraiment un bout de visage qui s'en va, puis on vous met donc une prothèse à la place. Mais tout ça a été fait de façon très artisanale et pas du tout ancré finalement aussi sur le visage de la personne. Donc on s'est dit, et puis finalement on s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait aucun soutien psychologique tout au long aussi de cette expérience. Donc c'était vraiment terrible. Et donc, quand on a regardé un peu le continuum de soins, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien sur le face au diagnostic. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on vous annonce le diagnostic qui est quand même vraiment terrible? Ensuite, quand il y a la chirurgie, on redécouvre son visage qui est complètement différent. Puis, on peut imaginer quand même c'est vraiment un changement identitaire absolument énorme. Et ensuite, évidemment, le face à l'autre, donc nos êtres chers et finalement le face aux autres quand on revient dans la société. Et donc, tout ça, finalement, était documenté par les patients en expliquant qu'il y avait un énorme trou déjà entre l'annonce du diagnostic et la chirurgie, aucun soutien qui était réalisé.
Et donc, finalement, ils étaient énormément laissés à eux-mêmes. Alors déjà, un diagnostic de cancer, mais un diagnostic de cancer en plus du visage, c'est sûr que ça entraîne évidemment beaucoup, beaucoup de perturbations. Donc, on s'est dit, ben, comment on pourrait vraiment aider les patients à avoir un accompagnement, c'est ça, accompagnement psychique insuffisant, nouvelle technologie qui n'était pas du tout utilisée non plus, donc c'était très, très, très marginal. Et donc, on s'est dit, bah, comment on pourrait faire en sorte qu'on puisse avoir quelque chose qui, vous voyez ici, là, c'est vraiment, c'est des artistes hein, qui font ça vraiment à la main, etc. Et donc, on se disait comment on pourrait les aider pour faire en sorte que ça soit encore plus proche de ce qu'on pourrait faire, qui représente plus le visage tel il existait initialement. Donc, on a engagé des patients et des proches dès la phase, donc pour vraiment regarder comment, au niveau du face au diagnostic, du face à face, du face aux proches et face aux autres, on pouvait donc faire que les choses soient vraiment beaucoup mieux intégrées dans le parcours de soins au sein des établissements. Puis ça aussi, ça oblige les établissements à se repositionner, hein. On est, en tant qu'hôpital universitaire, on est très, très axé sur vraiment les hautes technologies et autres, mais on oublie un peu tout ce qui est autour. Or, tout ce qui est autour est tellement essentiel pour faire en sorte que la chirurgie soit un succès. Donc là, c'est aussi un virage qu'on amène dans les établissements, de bien comprendre que les sciences sociales ont leur place et qu'il faut absolument faire en sorte qu'on travaille tous ensemble. Donc, on a proposé un nouveau continuum de soins. Je vais après vous expliquer un peu ce qu'on a fait. Donc, on a vraiment décidé qu'on allait travailler avec une approche psychosociale et techno-artistique pour vraiment faire en sorte qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce qui était là. De toute façon, il n'y avait rien. Donc, c'était vraiment catastrophique. Puis quand on a travaillé aussi, on s'est rendu compte que les patients, finalement aussi, en fonction de la voie d'entrée qu'ils avaient dans le système, eh ben, ils n'étaient pas du tout traités de la même façon. Ça, c'était aussi assez catastrophique. Alors, si on rentre sur la dermato, l'ORL, la chirurgie plastique ou la cancérologie, ben, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes personnes qui vont s'occuper de vous, ce qui est quand même assez invraisemblable. Donc, au niveau psychosocial, on a décidé qu'on allait voir de quelle manière on pourrait justement bénéficier de l'expertise à la fois des proches et des patients, parce qu'on s'est rendu compte que de façon informelle, comme je vous le disais, il y avait déjà eu quelques patients qui avaient été amenés sur les étages pour rencontrer d'autres patients qui venaient d'avoir leur chirurgie. Et les patients qui avaient déjà vécu à travers ça, étaient capables de pouvoir dire si des personnes pourraient passer à travers ou pas, tellement c'est violent. Là, ouf, là, la capacité de passer au travers est quasiment nulle, ou au contraire, le soutien social est suffisant pour qu'ils puissent y arriver. Donc, on a travaillé aussi sur tous les changements identitaires en se disant, ben, c'est vraiment une nouvelle identité sociale aussi sur laquelle il faut travailler, et comment on aide les patients à vraiment vivre ce changement, et puis aussi de redéfinir le projet de vie. Et donc aussi de voir d'un point de vue éthique comment on pouvait les aider à avoir un bel accompagnement aussi psychologique et éthique. Et puis du côté techno-artistique, alors là, ça c'était pour moi un nouveau monde, mais super intéressant. Donc tout ce qui est design numérique, simulation, réalité virtuelle, comment on peut se projeter aussi dans le nouveau visage que l'on pourrait avoir, la projection dynamique, donc c'est ça, avec avec le visage aussi qui réagit au mouvement, de voir de quelle façon, quand on a son épithèse, ça va changer notre expression si on sourit et ce genre de choses. Et puis la mobilisation aussi des impressions 3D et des sciences des matériaux pour arriver avec des matériaux qui soient encore plus proches d'une consistance de peau humaine. Donc, et puis la simulation aussi des rencontres pour qu'on puisse évidemment voir de quelle manière on se présente quand on est en relation avec d'autres. Alors, c'est sûr qu'Au revoir là-haut, ça a été quand même notre grande source d'inspiration. Je ne sais pas si vous avez lu et vu le film et vu la BD aussi. C'est vraiment extraordinaire, et c'est vrai qu'un travail comme celui-là a montré qu'il y avait toute une dimension artistique que l'on pouvait là, je ne sais pas pourquoi ça m'en sort. Ouais. Donc, on a eu un premier financement donc, qui a été octroyé par les fonds de recherche du Québec. Et là, on a vraiment travaillé sur toutes les dimensions que je viens de vous présenter. Moi, j'aime bien. Là, on a des petits budgets quand même, hein, 100 000 $ pour 2 ans. Et vous allez voir qu'on en a fait des choses là. Donc, on a fait un laboratoire vivant, comme je vous disais. Donc, on a travaillé avec des industriels. Donc, avec Visua qui nous permet justement d'avoir tout le 3D, la projection aussi de la personne dans sa nouvelle identité. On a aussi donc la SAT, qui est la Société des Arts et Technologies, qui a travaillé sur ce qu'on appelle le miroir magique, donc être capable de pouvoir revoir son visage en mouvement après avoir bénéficié de ces chirurgies.
et des épithèses. Puis vous voyez là, donc on avait quand même vraiment plein de personnes différentes. Et aussi sur les histoires de vie, on travaille aussi sur comment amener les arts dans un travail comme celui-là, que ce soit par la photo, par l'écriture, par le dessin, etc. Enfin bon, bref, donc de les aider aussi en soutien de cette façon-là. Donc, l'apport des patients, là, au cours de ces 3 dernières années, là, ça a vraiment été d'identifier les besoins non comblés, là, la compréhension aussi des spécificités de ces patients atteints de cancer tête et cou. On a revu complètement le matériel pédagogique aussi pour être vraiment sûr on est en lien avec les problématiques, en particulier tout ce qui est soins post-chirurgie des plaies et autres, qui est vraiment très, très particulier et pouvant être assez traumatisant. Établir aussi une nouvelle trajectoire de soins qui permet de réduire les écarts entre les différentes portes d'entrée et finalement aussi d'analyser les dynamiques et enjeux identitaires pour aider les patients de façon beaucoup plus constructive. Et puis, au niveau donc du volet techno-artistique aussi, ils ont vraiment travaillé sur la co-conception des épithèses avec l'équipe interdisciplinaire. Ils ont aussi travaillé aussi sur la fabrication donc d'épithèses par moulage et donc il y a quelques patients actuellement qui sont en train de vivre cette expérience. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'on a été capable de se rendre compte qu'à partir des images qui étaient faites pré-chirurgie, on pouvait reconstituer finalement, en changeant les paramètres, on pouvait reconstituer en 3D le visage. Donc, en plus, c'est à dose zéro. Et à partir de là, on peut vraiment reconstruire les épithèses en faisant des moules à partir de l'imagerie. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Donc, on a eu des retombées assez incroyables. Donc, autant pour le milieu industriel, ça permet vraiment de créer des belles synergies au niveau évidemment du génie, des arts, comment mieux intégrer les patients, puis aussi au niveau du milieu de la santé sur l'application possible à d'autres pathologies, puisque évidemment, il y a plein d'autres personnes aussi qui peuvent avoir des atteintes corporelles et comment on peut les aider. Donc là, on est dans la phase 2. La phase 2, c'est vraiment l'implantation du nouveau modèle de soins. Là, je ne peux évidemment pas vous parler de tout le modèle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis tout le monde autour de la table au CHUM là, et tout le monde maintenant sait comment ça va marcher là. Et donc, on va tester donc cette nouvelle trajectoire avec toutes les innovations qui ont été faites autant au niveau psychosocial qu'au niveau techno-artistique. Et on a donc demandé un nouveau financement pour vraiment mettre en œuvre toutes ces belles innovations. Voilà, donc ça c'est mon deuxième et mon dernier projet, c'est les patients greffés hépatiques vers un nouveau modèle de soins intégrés et connectés. Ouais, j'ai 3 minutes. Ouais, ouais, mais je suis capable. 53, et dis donc, 53, oui. De l'idéation à l'expérimentation, donc ça c'est un projet qui débute. On a vraiment des personnes aussi venant de plein d'horizons différents. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui ont des cirrhoses du foie et qui doivent bénéficier d'une greffe. Et on travaille encore avec des partenaires donc privés. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment comment ça s'appelle, vraiment une attente absolument énorme là, de 317 jours pour pouvoir bénéficier d'une greffe. Or, ce sont des patients qui sont quand même en situation clinique très, très, très instable. Et finalement, que quand on finissait les derniers examens, il fallait recommencer les premiers qu'on avait faits. Donc, vraiment la catastrophe totale. Donc, et aussi en bilan post-greffe, il n'y avait pas grand-chose non plus qui était fait. Donc, on a décidé de revoir tout ça et finalement, c'est vraiment la volonté de 3 femmes là. Donc d'abord, la docteure Vincent, qui travaille sur la clinique des greffes hépatiques, la docteure Raquel qui est endocrinologue, qui voulait vraiment améliorer aussi la situation physique des patients et puis, moi évidemment, sur mon côté, voir de quelle manière on pourrait utiliser les objets connectés pour aider les patients à changer leurs habitudes de vie. On a donc créé ce qu'on appelle un guichet rapide d'investigation, transplantation. Donc, on fait vraiment maintenant un bilan non seulement médical, médicamenteux, nutritionnel, kinésiologique, psychologique, social, mais aussi informationnel, éducatif et émotif. Et on introduit donc des objets connectés et une coordination des activités. Donc, dès le départ, donc avec vraiment un nouveau modèle de soins là, qui permet vraiment de réduire de façon très, très, très importante la durée moyenne pour être inscrit sur la liste d'attente grâce à cette clinique interdisciplinaire de 5 jours. Et on introduit donc des objets connectés aussi en pré et post-greffe pour leur permettre de pouvoir changer leurs habitudes nutritionnelles et aussi physiques, mais avec un coaching par des patients qui ont déjà vécu une greffe. Donc ça, c'est vraiment comment ça s'appelle. Et on fait une évaluation sur les 4 dimensions du quadruple aim du IHI.
Donc là, j'ai passé rapidement, mais on a travaillé ensemble sur vraiment tout le parcours du patient, de savoir qui fait quoi, etc. Donc ça a été un gros travail fait justement toujours en laboratoire vivant. Autant l'équipe du CHUM, donc notre partenaire privé, et puis le côté recherche. Donc, et on vient d'avoir un gros financement qui va nous permettre vraiment de pouvoir implanter l'ensemble du modèle, tout d'abord en pré-greffe, et ensuite on va pouvoir le faire en post-greffe, et avec une évaluation économique aussi. Donc, avec une étude avant-après, une étude coût-utilité et une évaluation d'implantation longitudinale. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, je vais passer rapidement, mais vous voyez en tous les cas que maintenant, tous ces projets sont systématiquement encadrés par des projets de recherche qu'on est capable de pouvoir co-construire avec les patients. On a 3 patients co-chercheurs avec nous. Et là aussi, l'évaluation économique, je ne vous l'ai pas montré pour la clinique de la main, mais on a un retour sur investissement qui est excessivement intéressant. On a aussi quantifié tout ce que dépensaient les patients quand ils étaient suivis par un patient accompagnateur versus quand ils ne l'étaient pas. Puis on est en train d'analyser les données qui ont l'air d'être excessivement positives. Donc voilà, on a un budget qui est vraiment qui nous permet en tout cas de couvrir vraiment les différentes modalités qui nous intéressent. Et là, j'ai déjà 2 autres demandes pour transférer le modèle, que ce soit en nutrition ou pour les greffes aussi de moelle osseuses. Donc, je pense que pour les prochaines années, je ne vais pas trop m'ennuyer. Voilà, donc les patients co-chercheurs, les équipes de recherche et l'équipe clinique de gestion qui nous permettent vraiment de travailler simultanément sur toutes les différentes dimensions du projet. Et c'est sûr que ça rend évidemment le métier de chercheur beaucoup plus intéressant. Alors, les principaux facteurs favorables à la co-construction et au partenariat. Bien sûr, des équipes qui ont déjà un peu d'expérience de travail avec les patients, ça nous aide évidemment beaucoup, mais bon, on est capable de travailler aussi avec des équipes qui ont moins l'habitude, d'avoir des professionnels aussi champions, en particulier des médecins qui sont prêts vraiment à jouer le jeu et puis à aider leurs confrères à travailler avec nous. L'équipe clinique aussi, là, d'être vraiment motivée. Et c'est pour ça que quand ils identifient vraiment la problématique clinique, ils embarquent. Et c'est ce qui s'est passé avec les pathos, la Covid-19 a fait un peu c'est ça, ils se sont rendus compte à quel point c'était finalement précaire, là, leurs patients. Enfin, ils n'avaient pas d'informations non plus sur leurs patients à domicile. Donc là, d'avoir des objets connectés qui puissent les suivre, ils sont bien contents. Et puis, bien sûr, de pouvoir former les professionnels à la co-construction. On travaille beaucoup avec eux là-dessus et à travailler aussi avec les patients partenaires. D'avoir une culture ouverte à l'innovation. Ça, on a la chance, en tout cas au CHUM, d'avoir vraiment un PDG qui a mis en haut de l'agenda politique et stratégique l'innovation. Donc, on a vraiment un grand engagement et puis des ressources dédiées évidemment à toute la coordination du projet et notre capacité de recruter, de former et de fidéliser des patients partenaires co-chercheurs et innovateurs. Voilà, donc je m'arrête là. Merci beaucoup et j'ai un petit peu débordé, mais… Non, mais je peux te prêter le mien si tu veux. Ça marche pas. Ah si, ça marche. Ah. Du coup, j'ai une question en ligne sur YouTube d'Asma Moumni, qui est designer intégré à la NAP, l'Agence nationale pour l'amélioration de la performance, et qui a monté récemment un réseau d'experts sur l'expérience usager et patient. Donc, elle travaille avec des responsables qualité, cliniques non lucratifs et hôpitaux sur ces questions-là. Et donc, elle pose cette question: comment s'assurer que les patients partenaires, dès lors qu'ils deviennent professionnels, se forment et intègrent les équipes, restent représentatifs des patients, entre guillemets, lambda, moins ou non engagés? C'est sûr qu'on nous pose toujours cette question-là. Là. D'abord, effectivement, le côté professionnel au Québec, on n'est pas encore complètement là. Donc, si je parle en tous les cas de l'autre côté de l'Atlantique, là, on a vraiment une participation dans le système de santé qui est sur le mode du volontariat. Et donc, il n'y a pas vraiment de poste dédié aux patients. Mais c'est sûr que ça va arriver. On en a pour les pères aidants. Et c'est évident que dans les prochaines années, ça va se faire. Nous, jusqu'à présent, en tous les cas, on fait très attention de s'assurer que les personnes qui travaillent avec nous ont vraiment une expérience toujours en lien avec la problématique qu'on est en train de traiter.
Donc, c'est sûr que quand il y a un grand écart entre le temps dans lequel où s'est située leur problématique et puis le moment où ils interviennent, on peut réfléchir avec eux pour savoir s'ils vont continuer encore à s'impliquer avec nous. Donc, on a toujours des gens, en tout cas, qui sont quand même bien en lien avec le système de santé et qui sont capables de pouvoir interagir. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu vraiment de problématique comme quoi les personnes ou s'identifient trop, puis il y a comme un changement de rôle là, mais ils arrivent toujours à garder en tout cas une certaine distance, mais c'est un sujet sur lequel on réfléchit de façon régulière et il y a un papier qui va sortir prochainement là, sur les enjeux éthiques de la participation des patients accompagnateurs en particulier, et cette dimension-là est traitée. Donc ça, c'est quand même pour des travaux ultérieurs à mettre à voir à l'agenda et puis de voir un peu comment ça va évoluer. Mais je pense qu'il y a moyen, en tous les cas, de faire en sorte qu'on trouve la bonne distance entre travailler avec une organisation sur du long terme pour que ça soit quand même intéressant aussi en termes de créer quand même une relation de confiance qui fasse qu'on travaille quand même dans un bon environnement, tout en faisant en sorte qu'effectivement la personne ne perde pas la qualité pour laquelle elle est autour de la table. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Yannick? Jean, merci pour cette présentation très, très, très intéressante. Je trouve ça assez exemplaire, effectivement, d'avoir des projets qui vont du début à la fin, vraiment, quoi. Ouais. Mais du coup, donc on voit que les équipes interdisciplinaires il y a vraiment beaucoup de monde, ça dure longtemps. Et je me demandais, à ton avis, combien de temps ça doit durer? Et est-ce qu'on peut imaginer des projets plus petits qui durent moins longtemps? Parce que là, peut-être s'il faut 5 ou 6 ans pour arriver à évaluer ce genre d'intervention, tout ça engage des coûts sans doute assez forts. Donc, je me demandais, à ton sens, jusqu'où on peut descendre en termes de temps ou de nombre de personnes impliquées, sachant qu'en plus, vous arriviez sur un terreau à peu près fertile, puisque les gens sont déjà ouverts à l'innovation, par exemple. Bon, alors, le terreau fertile, pas complètement sûr. Je pense qu'on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin que chez soi, là. Mais donc, le terreau n'est pas forcément complètement fertile, hein. Je veux quand même être très, très honnête. C'est beaucoup, beaucoup de travail de sensibilisation. Le milieu universitaire et de la formation des professionnels, là, il y a comme maintenant un acquis qui est quand même assez important. Mais dans le système de santé, on rame encore pas mal, quoi, on va dire comme ça. Mais il y a, comme on pourrait dire, un état d'esprit qui est en train de vraiment prendre maintenant depuis 5 ans, comme quoi c'est difficile de ne pas faire sans des patients partenaires. Donc ça, je pense que c'est quand même un acquis. Mais après, de passer à l'action, c'est encore autre chose, quoi. Il y a un petit écart entre les deux. C'est sûr aussi que j'ai la chance de le faire dans des cadres de recherche. Moi, là, ce que je vous ai présenté, c'est cadres de recherche. Après, il y a plein d'autres travaux qui sont réalisés, non dans des travaux de recherche, où effectivement, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup par rapport à mon historique de médecin de santé publique, beaucoup axé sur l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins, c'est que les interventions que je mets en place, c'est qu'elles ont comme objectif de réduire le plus possible la boucle de rétroaction d'amélioration. Et même si ces projets sont un petit peu longs, c'est que dès le départ, ils mettent quand même déjà en place des boucles d'amélioration. Et c'est un peu ça, moi, j'ai un peu de plusieurs agendas, là. J'ai un agenda de recherche, donc il y a un processus de recherche qui est quand même assez long, etc., avec des publications, mais localement, cliniquement, très vite, les données, elles rentrent, quoi. Donc, elles viennent constamment alimenter la réflexion des cliniciens. Donc, ça a beau durer 8 ans, l'impact, il est quasiment immédiat, quoi. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'impact. Je me fous du 8 ans ou du 10 ans. C'est pas mon agenda, c'est pas, mais je suis obligée de jouer le jeu parce que je suis une universitaire et puis que c'est intéressant de partager tout ça. Mais là, quand je vois le Sévarmu, très, très, très vite, il y a eu une adoption de l'équipe clinique qui a vraiment changé ses pratiques, était en mouvement, etc. Donc, et on le voit la même chose là sur le visage, c'est impressionnant. Tout de suite, il y a eu comme une prise de conscience, comme quoi, oula, on fait vraiment des choses très, très différentes en fonction du point d'entrée des patients. Ça, c'était déjà une première révélation. Et puis, oula, on n'a pas grand-chose quand même pour les aider au niveau psychologique. Donc, tout de suite, il y a eu des choses qui se sont mises en place. Et aussi pour la néphro, même si on n'a pas les données actuellement, il y a déjà une nouvelle manière de concevoir les choses qui fait que le patient en bénéficie tout de suite. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, là, mais l'agenda, c'est quand même le plus important, c'est le bénéfice auprès des patients. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question de la salle? Il n'y en a plus en ligne. Et puis ensuite, ça sera le temps de faire une pause. Jean-Philippe vient de me le rappeler. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question?
Le temps d'échanger. Faut pas hésiter, hein, Oui. Lucille. Oui, donc Lucille Colombin, moi je m'occupe du programme Régional Ouest Industrie Créative, qui est justement qui a permis ce programme PIL. Déjà, moi je trouve que c'est très émouvant de voir enfin cette horizontalité qui se met en place et la prise en compte du vécu des personnes et la manière dont vous justement vous en tirez des enseignements et des expertises, et je trouve ça vraiment formidable. Je m'interrogeais sur les freins. Vous parliez tout à l'heure du terreau qui est peut-être pas si fertile que ça, mais justement, quel type de freins vous avez pu rencontrer et comment est-ce que vous avez pu y faire face, peut-être dans la formation, la sensibilisation des personnels ou dans le choix des personnes avec lesquelles vous avez travaillé? Oui, bah, c'est sûr que quand on arrive avec nos projets, il y a comme souvent un peu une dissonance entre on est intéressé à travailler avec vous, mais en même temps, on vous amène toute la liste des préoccupations. Alors, on a toujours les mêmes préoccupations qui reviennent. La première, c'est bien sûr, comment ça s'appelle, il y a des données confidentielles qui se baladent. Alors, comment on règle ce problème-là? Il y a le problème de savoir que c'est ça, il va y avoir de la donnée clinique et la responsabilité. Là, c'est quoi la responsabilité qu'ont les cliniciens envers les patients avec lesquels on travaille? Ça revient, mais constamment. Ensuite, c'est le temps. On n'a pas le temps. Le temps, là, c'est impossible. On n'arrivera jamais à faire ce que vous nous proposez parce que ça nous demande évidemment beaucoup plus de disponibilité que l'on en a. Et puis finalement, on fait ça bien tout seul. Là, je ne vois vraiment pas pourquoi vous n'aurez besoin d'avoir des nouveaux acteurs. Donc là, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de leur donner le goût. Donc, d'y aller vraiment, on fait des petits projets au départ, là, un peu ce qu'on disait là, avec le modèle là, de l'innovation, là, sur tester avec eux. Puis, c'est sûr que par exemple, au CHUM, c'est plus facile. Moi, je travaille avec tous les établissements au Québec, là, mais là, je vous ai donné 3 exemples du CHUM parce que c'était plus facile pour moi là, d'aller jusqu'au bout. Là, mais d'amener des établissements à travailler ensemble aussi, ça les met un peu en situation de concurrence, là, entre guillemets, mais d'une concurrence positive et une émulation plutôt positive. Et ça, je joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que c'est rare que je fasse un projet qui est strictement sur un établissement. Là, c'est 3 projets qui étaient que sur un établissement. C'est un peu étrange parce que d'habitude, mes projets, ils sont souvent sur plusieurs. Et ça les amène vraiment à se dire, nous, on pourrait faire ci, nous, on pourrait faire ça. Puis ils échangent entre eux, etc. Donc, je casse un peu les freins de cette façon-là, là, en les amenant à vouloir être un peu plus innovant que le voisin. Là. Donc, ça m'aide beaucoup. Et puis, on les soutient beaucoup. C'est-à-dire qu'on a énormément d'outils, on a énormément de disponibilité. On les aide vraiment à passer toutes les étapes sans que ça soit non plus un cadre rigide. Donc, on est excessivement flexible et on fait que du sur-mesure aussi. Donc, ça aussi, ça aide énormément. Je n'arrive jamais avec une idée préconçue, jamais avec un truc très, 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 très… Et ils me demandent tous le recipe. Là, je suis là, mais non, je ne veux pas vous donner le recipe. C'est pas ça que je veux. Là, je veux qu'on le construise ensemble. Mais oui, ça, c'est parfois un peu difficile. Mais bon, alors on arrive avec on arrive avec les ingrédients, on arrive avec les différentes étapes par lesquelles il faut passer, mais ensuite, on explique bien que le chemin, on va le vivre ensemble, quoi. Donc, il va falloir même s'ils sont un peu inconfortables et qu'ils ne sont pas complètement à l'aise dans le fait qu'ils aimeraient bien juste appliquer la recette, eh bien, non, on a une petite recette, mais il va falloir qu'on la construise ensemble après, là. C'est bon? Merci.